mon manager direct, son manager me convie un repas. Moi, je pensais que c'était un déjeuner d'arrivée, oui, d'accord, c'était vraiment dès le En fait, début. c'était pour m'expliquer que l'adjoint allait partir et donc qu'il pensait à moi pour le poste. Okay. Et c'est vrai que je me suis dit non, je viens d'arriver, il y a d'autres personnes qui sont là depuis plus longtemps que moi, pourquoi c'est à moi qu'on propose le poste? C'est hyper paradoxal, mais je pense que ça illustre une loi qui s'appelle la loi de Parkinson. Ça devient intéressant. Attention. Où on te donne un temps donné, en fait, tu arriveras à trouver une solution dans ce temps donné. Alors, c'est peut-être pas... si tu veux lancer une fusée, tu vas pas y arriver en une seconde, mais on te donne un projet à faire, on te dit t'as une semaine, t'as un mois ou t'as 6 mois, tu vas remplir ce temps-là. Ou tu vas avoir tendance à le faire à la dernière minute. J'ai ramené le tableau Kanban à la maison. Alors, c'est quoi? C'est quand même assez simple, c'est une liste de tâches que t'as plusieurs colonnes. Tu te dis d'un côté voilà les choses à faire. Voilà ce qu'on fait et voilà ce qui est terminé. Et j'ai hyper simplifié pour les enfants. Et en fait, ils ont adoré. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de CTO Decrypt. Aujourd'hui, on traite d'un sujet hyper intéressant et un sujet, j'ai envie de dire, brûlant, comme d'habitude. C'est le passage de dev, de développeur à CTO. Et pour ça, très content de t'accueillir Céline aujourd'hui. On accueille Céline Bayer qui a vécu pas mal de choses. Avant de se lancer dans l'épisode, je précise quand même que en fait, cet épisode est sponsorisé par CoCTO, dont je suis fondateur, donc ça aide un petit peu. CoCTO, c'est un collectif de CTO expérimentés. J'en dis pas plus, mais voilà, comme ça vous avez l'information. Et on retourne sur cet épisode, sur le sujet du jour. Est-ce que tu connais le principe de l'émission ? Alors oui, j'ai compris qu'il fallait vulgariser, donc si j'ai plein de mots en anglais, je me prends des mauvais points. C'est ça, exactement. Donc il faut que je sois pédagogique, que tout le monde comprenne. C'est très bien, c'est exactement ça. Céline est une bonne élève. Retenez bien ça. Comment c'est coché. C'est super. Et au-delà de ça, Céline, une note de vulgarisation donc sur le sujet du jour, passer de dev à CTO, et une note de 1 à 5, assez simple. 1 étant la pire note, personne n'a rien compris, c'est une catastrophe, Céline. Une erreur de parcours. Une erreur de parcours, on ne se reverra plus malheureusement, et tu ne reverras d'ailleurs plus personne. C'est assez cruel, c'est assez... J'étais assez énervé sur celle-là, La note maximum étant 5. Tout le monde a compris, vulgarisation totale, tout le monde a compris, même ma grand-mère, même ta grand-mère, j'ai l'habitude de dire le chien qui est à côté, a tout compris. Donc c'est une vulgarisation totale pour tout le monde et c'est un monde parfait et merveilleux dans lequel nous vivons. Avant de commencer, en quelques mots, tu peux peut-être préciser un peu qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui. Donc je m'appelle Céline Bayer, j'ai 39 ans et je suis CTO chez Lemonway. J'ai eu plusieurs expériences, effectivement, comme tu disais, de développeuse quand j'ai commencé ma carrière en 2006. Jusqu'à des postes de CTO. Ok, très bien. Et on va passer tout ça d'ailleurs en revue, Céline, si tu le veux bien. T'as combien de temps là ? Écoute, là on est parti pour 2 jours de tournage, je vous préviens. C'est parfait. On va essayer de faire des coupures, mais ça va être voilà, c'est sérieux. Non, mais du coup, on va revenir sur ton parcours et il va nous servir du coup de fil rouge pour découvrir justement tout ce passage de développeur à CTO. Première question, Céline, est-ce que tu as un lien avec le groupe pharmaceutique Bayer ou pas ? Non, pas du tout. Alors, malheureusement, voilà, je suis pas l'héritière du groupe. Ok. Mais heureusement, parce que je crois qu'ils font pas que des belles choses. C'est vrai. J'avoue que je suis un peu déçu quand même. Je pensais avoir quelque chose... De croustillant. Est-ce qu'on continue l'épisode ? Du coup, je ne sais pas. De me dire. C'est ça. Non, du coup, très bien, c'est une petite question d'introduction, histoire de se mettre à l'aise. Mais du coup, Céline, tu parles un peu de ton parcours. Aujourd'hui, tu es CTO dans une startup, Lemonway. Dans cette startup, il y a combien de personnes ? Du coup, tu gères combien de personnes aujourd'hui ? Alors, je gère une trentaine de personnes. Alors, c'est plus vraiment une startup parce que startup, c'est quand on commence la boîte et que et on ne sait pas encore s'il y a du business. Mais là, Lemonway a été fondé en 2007, si je ne dis pas de bêtises. Je viens juste de rejoindre Lemonway, donc c'est plus vraiment une start-up. Et puis, moi j'ai une trentaine de personnes dans mon équipe tech, mais il y a plus de 100 personnes dans la boîte. Ok, donc déjà sur un certain niveau de boîte, quoi. Et simplement, pour donner un peu de contexte, au niveau de l'activité de la boîte,
On facilite les paiements sur Internet. Ok, très bien. Bon, écoutez, c'est simple. On laisse aller voir le site web si vous êtes intéressé. Et non, mais du coup, aujourd'hui, tu es CTO dans cette boîte. J'aimerais bien du coup qu'on reparte un peu de ton parcours. Comment est-ce que tu en es arrivé là et comment est-ce que tu as démarré un peu cette envie de devenir CTO, peut-être tech, c'est déjà à la base, quoi. Oui, c'est vrai que quand j'ai commencé ma carrière, je ne me suis pas vue CTO tout de suite. Je pense que je ne connaissais pas vraiment le terme non plus. Ouais. Moi, je viens d'un milieu assez modeste, je ne connaissais même pas les ingénieurs. J'avais personne autour de moi qui était dans ces métiers-là, donc j'ai pas eu vraiment de modèle. Tout ce que je savais, c'est que ma passion, c'est un peu cliché, mais c'était les ordinateurs. J'aimais bien coder, sans savoir que ça s'appelait coder. Coder, ouais. C'était à quel âge du coup que tu commences à découvrir un peu tout ça? Alors moi, j'ai eu un ordinateur à la maison. J'ai des souvenirs quand j'étais toute petite. J'ai pu vers 8 ans. Ok. Ah oui. Quand même. J'ai eu une Minitel. T'as pas dû connaître? J'ai un souvenir de Minitel. Moi, j'avais 5 ans. Mais je ne comprenais pas, c'était des écritures vertes sur un écran noir, c'est tout ce que j'ai en mémoire. On pouvait quand même faire des pseudo-codes, mais en tout cas jouer avec l'écran. Et puis ensuite, j'ai eu un ordinateur à la maison, j'ai un peu programmé sur ma calculatrice quand j'étais au lycée. J'ai un petit peu bidouillé. On reconnaît d'ailleurs programmation sur calculette, ça fait écho parfois à quelques... Moi, j'ai des potes comme ça qui viennent en mémoire du lycée, qui faisaient partie des gens qui arrivaient à coder sur la calculette. Même si j'ai fait des études d'ingé derrière, j'étais pas encore parmi ceux qui à l'époque faisaient ça. Donc je vois bien ton profil à l'époque. Ouais, c'est vrai ingénieur après c'est plein de métiers différents. Mais moi, je sais pas, tu mettais un ordinateur, j'étais dans mon monde. Ouais, c'était vraiment quelque chose. Et du coup, en terminale, j'ai mis longtemps avant de savoir que j'allais me diriger vers ça parce que alors je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais j'avais des facilités pour les études, donc on m'a dit Céline, vas-y, continue, fais une prépa. Moi je savais pas trop ce que c'était une prépa, j'avais pas d'exemple non plus autour de moi. Parce que tes parents, si c'est pas indiscret, du coup, tu peux ne pas le dire, mais faisaient quoi, font quoi du coup? Alors moi j'ai grandi juste avec ma mère, et ma mère elle était assistante administrative, secrétaire technico-commerciale dans une usine qui faisait de la découpe d'acier. Ok, oui, donc assez loin du milieu... C'est assez loin du milieu d'informatique, mais j'ai passé beaucoup de temps dans son bureau et c'est là où j'ai découvert aussi l'ordinateur, comment ça fonctionnait. Avant même de l'avoir à la maison, j'ai découvert aussi Internet à son bureau et... maintenant il y a prescription, mais j'ai passé beaucoup de temps sur Internet là-bas, quand ma mère travaillait des fois le week-end. Tu veux dire que tu profitais du réseau Internet si vous cherchiez d'où venaient les factures d'électricité de l'époque, du coup, apparemment c'est Céline qui les avait fait exploser. Non mais voilà, c'est une vocation et puis voilà, en terminale, je me suis inscrite dans les concours que je pouvais encore passer parce que je me suis pris assez tard. Et j'ai choisi une école à Paris. Et c'est comme ça que je suis venue à Paris en 2001, donc ça remonte. C'était... C'en est vieille. Et quand j'ai commencé l'école, j'étais même pas très très sûre de moi parce que je me suis dit, est-ce qu'il y aura vraiment des cours de comment coder sur les ordinateurs? Et puis j'ai été vite rassurée. C'était une école qui est en ce qu'on appelle une prépa intégrée. Je sais pas si ça existe encore maintenant. C'est ce que j'ai fait aussi, prépa intégrée à l'école d'ingé. T'as fait quelle école? J'ai fait l'INSA du coup. Alors, pour la petite histoire, j'ai voulu aller à l'INSA, on m'a refusé parce que j'avais pas eu de mention bien au bac. Je sais pas si c'est encore ça les... Moi c'était la dernière année, alors petite parenthèse c'était la dernière année où ils faisaient les dossiers sur bac. Après mon année du coup, c'est en 2013. Où j'ai passé le bac et après cette année-là du coup il n'y avait plus le droit de faire les dossiers sur bac et du coup c'était que sur dossier de notes au lycée, etc. Alors je ne sais pas si ça m'aurait arrangé non plus, mais bon, en fait quand j'ai des facilités à l'école, je travaillais le minimum quoi, mais ce qui m'assurait quand même une bonne place dans la classe. Mais moi j'ai fait ma scolarité à Épinal, donc je pense que personne ne connaît Épinal sauf les gens d'Épinal. Big up à tous les gens d'Épinal. C'est dans les Vosges et en fait il n'y a pas énormément de concurrence comme il peut y en avoir dans d'autres grandes villes. Mais je ne sais pas pourquoi je voulais absolument aller à l'INSA Lyon. Donc j'ai mon bac, oui, mes mentions assez bien. Et ça n'a pas suffi. On regarde que les mentions
l'intention bien, on vous regarde pas du tout. J'étais très vexée. Et du coup, est-ce que ça a créé une sorte d'animosité avec moi? Non, pas du tout. Non, tu y peux rien, toi. Toi, tu y peux rien. Par contre, ça m'a donné envie de me prouver que j'étais capable de réussir. Donc, j'ai beaucoup travaillé ensuite. Donc à l'ECE Paris, c'est l'école que j'ai faite. Et voilà, j'étais majeure de promo. Et, oui, voilà. quand tu dis ok, tu t'es mis, oui, pas je me suis mis, sérieusement, oui. Bon, en vrai, ça sert à rien d'être majeure de promo, mais c'était pour la petite victoire personnelle, de dire que j'étais capable d'y arriver. Ok. Donc là, école d'ingé, à ce moment-là, du coup, tu connais déjà un peu ton métier, sur quoi tu es orienté, enfin de développeur. Alors, je sais juste, comme à l'entrée en école d'ingé, que je veux coder. Donc je veux programmer et c'est toujours la passion que j'ai et en fait en école on pouvait choisir entre différentes spécialités. À l'époque il y avait système d'information et réseau, télécom et système embarqué. Et c'était la majeure système d'information où on faisait plus de programmation. Et moi, je voulais surtout coder pour Internet. C'est ça qui m'a passionné dès le départ. Je me souviens le bureau de ma mère, aller sur Internet, étudier en HTML. Bon, HTML, c'est pas un langage de programmation, mais... disclaimer. C'est comme ça que... HTML, d'ailleurs, si on parle de vulgarisation, n'est pas de langage de programmation. Oups. Comment est-ce que tu le décrirais rapidement? Ça permet de transformer ce qu'on veut mettre à l'écran en affichage, on va dire. Il y a différentes instructions qu'on donne à l'ordinateur et au navigateur pour qu'on puisse afficher la page Internet. Une page Internet, quoi. C'est vrai, c'est ça. Voilà. Où est-ce que tu commences, du coup, ta première expérience pro? Alors, le tout premier stage, et bon, je m'en rappelle, même si ça durait qu'un seul mois, qui m'a permis d'apprendre un langage qui s'appelle PHP, et c'est un langage aussi qu'on utilise sur Internet. Je l'ai fait dans une agence de voyage, je ne sais même pas si elle existe encore. Tu te souviens du nom? Banani Travels. Banani, et écoute, voilà, Banani Travels, si vous nous entendez aujourd'hui, big up à vous. Voilà. Merci beaucoup. Ça vient de me prendre en stage, j'y connaissais absolument rien. J'étais encadrée par quelqu'un qui n'avait pas énormément d'expérience non plus. J'ai passé un mois pour coder un formulaire. Donc tu vois, quand tu vas sur une page web et que tu as un formulaire avec des champs à remplir, j'ai fait ça pendant un mois. Ok, voilà. C'est pour information, c'est long. C'est long. Voilà. C'est long et en même temps, voilà, il faut ce qu'il faut pour apprendre. Et puis, c'était un formulaire pour une agence de voyage côté pro, donc il y avait énormément de champs aussi, voilà, une certaine complexité. Il faut, si t'es une société, t'affiches tel ou tel champ. Si, selon certaines conditions, il faut changer la page. Et puis après, j'ai fait d'autres stages, donc toujours en développement web, chez Sagem à l'époque, qui s'appelle Safran maintenant. Ok, Sagem. Mon premier téléphone était un téléphone Sagem, donc très bien. C'était un petit frigo comme ça, en 5e, voilà. Bon, bref. C'était ça. J'ai fait deux stages là-bas, pas du tout dans les mêmes départements. Mon stage de fin d'études, je l'ai fait chez Dassault Systèmes. Ok. Et là, pareil, je voulais faire toujours du site internet et j'ai pu travailler sur le site, on dit corporate, donc le site officiel de Dassault Systèmes. Un peu le site vitrine, on peut le site vitrine destiné aux... si on tape Dassault Systèmes, on arrive sur ce site d'abord. C'est ça. Et puis des sites événementiels liés au marketing. Ok. Donc au début, en tout cas, cette partie développement web, beaucoup rattachée à la partie marketing, en tout cas chez Dassault Systèmes. Donc tu bossais avec ces équipes-là. T'es resté combien de temps du coup Chez Dassault Systèmes, je suis restée 5 ans. 5 ans, ok. Si je compte le stage. Donc de 2006 à fin 2010. Écoute, j'ai appris plein de choses aussi sur le métier. Dassault Systèmes, c'était déjà une grosse boîte, encore plus gros maintenant. Donc j'ai aussi appris comment fonctionnent les grosses sociétés, les process, la politique, tout ça. Même si j'étais un petit peu loin, je pense que j'ai appris pas mal de choses là-bas, rencontrer des super collègues. Et puis après, j'ai fait un peu le tour et on se souvient, moi, ce qui me motivait, c'était coder sur Internet. Donc Dassault Systèmes, c'est bien, sauf que eux, ils sont éditeurs de logiciels dans la 3D. Là, je vulgarise un petit peu. Si on voit les gros logiciels utilisés en conception, mécanique, etc. Que j'ai pu manipuler aussi un peu. Donc ils font ce type de logiciel. Et donc leur cœur de métier, c'est de la recherche et développement, de l'édition de logiciels. Et à l'époque, c'était pas aller sur Internet. C'était pas web. Donc j'ai cherché à changer et je suis arrivée à l'équipe, le groupe sportif.
Donc l'équipe, pourquoi c'est un des sites les plus vus en France. C'était au tout début du mobile aussi. Ouais. Donc énormément de choses à faire. Un groupe média avec de la presse papier, une chaîne de télé. Voilà, les médias numériques. Je suis arrivée là-bas, mais j'étais pas fan de sport. Voilà. Est-ce que tu es devenue fan de sport, du coup Non plus. Ok, voilà. Alors l'équipe, je pense qu'elle vous a toujours menti sur ce sujet. Non, j'ai pas menti. Elle n'aime pas le foot. Voilà, c'est ça. Non, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'être passionné à 100% par ce que fait la boîte pour faire correctement son travail et être impliqué. Et en fait, le sport, c'est un sujet universel. Donc, tu peux en parler facilement à tout le monde comprend ce que tu fais. Tu vois, c'est génial, tu travailles chez l'équipe, on te demande qu'est-ce que tu fais. En fait, les gens... Oui, en plus, ils connaissent. Voilà, la plupart des gens vont sur ce site, même quand tu n'es pas fan de sport, tu cherches une information sportive, tu te retrouves sur l'équipe. Ouais. Donc, non, clairement. Et juste pour finir, du coup, quand tu finis chez Dassault Systèmes, quel était ton rôle? Tu avais déjà une petite équipe? Tu étais toute seule en développeur? Oui, alors effectivement, chez Dassault Systèmes, j'ai commencé développeuse. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, j'avais d'autres collègues. On était une petite équipe de 2-3 personnes. Donc, j'ai fini par encadrer cette petite équipe. Donc, il y avait, si je me souviens bien, une personne en interne, un prestataire et des fois un apprenti ou un stagiaire en plus. J'avais commencé à apprendre le management sur le tas. Vraiment, j'avais pas eu d'accompagnement, pas trop expliqué, mais je me suis rendu compte que c'était plutôt intéressant comme métier. C'est un autre métier de gérer des équipes, gérer des personnes, que de coder. Ouais. Et moi, au départ, quand je voulais coder, c'était juste, je voulais être derrière une machine, fabriquer des choses, tu sais, un peu comme un artisan qui fabrique des choses, mais pas forcément... gérer d'autres... de l'humain, c'est un autre... gérer d'autres personnes. Mais bon, j'ai apprécié l'expérience. Par contre, en arrivant à l'équipe, j'avais postulé à un poste de développeur. Ok. Moi, je voulais recommencer à coder. L'idée, c'était pas postulé pour manager, c'était... Pas du tout. Mais c'est vrai que rapidement, on m'a reproposé un poste d'encadrement. Ok, ça revient. Ça revient, J'ai fini par dire ok. C'est ça. Peut-être que je code pas très bien. C'est ça. Ah, peut-être, c'est peut-être ça le message. Non, mais c'est intéressant pour y revenir, mais juste du coup, sur l'équipe, quand t'arrives, enfin l'équipe de l'équipe, waouh, ça fait des équipes au carré. Soit on parle anglais, on dit la team de l'équipe, soit on dit l'équipe de l'équipe. Écoute, on peut essayer de partir sur quand on parle de l'équipe technique, je peux dire la team, et l'équipe c'est le nom du journal. Allez. On va essayer. Donc sur la team technique, comme ça je suis encore plus sûr. La team technique quand tu arrives dans l'équipe, waouh. Sur la team technique quand tu arrives dans le magazine de sport l'équipe, il y a combien de personnes Alors si je me souviens bien, on devait être une petite dizaine. Faut savoir aussi que l'équipe, c'est pas que la marque équipe, il y a d'autres marques comme France Football qui est une des plus connues, d'autres marques comme Sport et Style, Journal du Golf. Alors je sais pas si tout existe encore, mais voilà, il y avait plein de. Donc ça regroupe plusieurs, Et le groupe L'équipe fait partie du groupe Amaury, qui possède Amaury Sport Organisation ou ASO. Et c'est eux qui organisent le Tour de France, les marathons, le Dakar, voilà, des gros événements sportifs internationaux. Et donc pour eux aussi, on faisait du numérique, donc des sites internet ou du mobile, ou d'autres choses. Ok, donc tu développais, tu devais plusieurs sites, plusieurs événements à couvrir. Donc en arrivant, j'ai ponctuellement aidé pour la partie ASO, mais après je me suis concentrée que sur la partie de l'équipe, les marques de l'équipe. Et à ce moment-là, donc il y avait un CTO, et lui il chapeautait les deux entités. Deux entités. Et moi j'étais sur l'équipe et j'avais un autre collègue sur la partie ASO. Ok. Et dans ta team à toi, t'avais combien sans parler avant que tu manages, mais autour de toi, le nombre de développeurs Je pense qu'on était 6-7. Ok. Ça, c'est quand t'es arrivé au début, du coup, c'était ça. Ok, ça roule. Et comment t'as senti justement que le management disait, tiens, est-ce que tu veux pas prendre plus de responsabilités? Comment ça s'est passé? Rapidement, après mon arrivée, la personne qui était adjoint du CTO est partie. Et donc c'est là où on m'a proposé de prendre sa suite. Ok, directement. Et comment ça s'est passé par rapport aux autres salariés qui étaient là depuis peut-être plus longtemps que toi Oui, alors je ne sais pas si mes collègues, ça fait l'histoire, mais attention, on va voir. En fait, quelques jours après être arrivé, mon collègue
a annoncé qu'il allait partir. Bon, il l'a annoncé au management, je ne sais pas si ça avait été annoncé à toute l'équipe, je ne me souviens plus trop. Mais mon manager direct, son manager me convie un repas. Moi, je pensais que c'était un déjeuner d'arrivée, oui, de quoi c'était vraiment dès le En fait, c'était pour m'expliquer que l'adjoint allait partir et donc qu'il pensait à moi pour le poste. Et c'est vrai que je me suis dit non, je viens d'arriver, il y a d'autres personnes qui sont là depuis plus longtemps que moi, pourquoi c'est à moi qu'on propose le poste? Après, rapidement, j'ai compris les arguments parce que y en a qui étaient beaucoup trop juniors, d'autres personnes, ça faisait pas longtemps qu'ils étaient là, d'autres personnes parce que ils étaient que sur un seul scope, alors moi j'avais déjà l'expérience dans... je faisais même plus qu'un seul type de développement, mais j'avais vu beaucoup de choses. Donc pour toutes ces raisons-là... Pour ça, du coup, on commence à toucher un peu du doigt justement peut-être les critères qui font qu'on se dit ok, sur le rôle entre développeur et CTO, on commence à toucher un peu peut-être la différence aussi qui peut arriver. Et aussi sûrement que j'avais fait du management avant. Comme je disais, c'est un autre métier, donc de l'avoir fait chez Dassault Systèmes, je pense que ça les a un peu rassurés. Et du coup, là on propose le poste de CTO adjoint. Alors j'ai dit oui, mais attendez, voilà, je prends les marques. Et aussi, on l'avait temporisé parce qu'en réalité, c'est arrivé. En fait, je sais plus exactement. Je suis arrivée en 2011 à l'équipe. Mon fils est né en 2012, donc rapidement, j'ai eu un enfant. 2012, la fin du monde, on se rappelle à l'époque. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est important de le préciser. Donc 2012, 2012 mon fils est né, je sais qu'à ce moment-là, je sais plus si c'était juste avant ou juste après mon retour de congé maternité, j'ai pris ce rôle d'adjointe. Et puis, en fait, en tant qu'adjointe avec une équipe aussi restreinte, je continue à coder, je continuais à participer au projet, j'encadrais quelques projets, mais j'étais encore, les mains dans le cambouis. C'est après, le métier change quand tu as un petit peu plus de monde dans l'équipe ou tu as des projets de plus grande envergure. C'est intéressant. Ça, du coup, quand est-ce que tu as senti l'équipe, la team de l'équipe, c'est agrandi? Quand est-ce que tu as senti un peu le basculement, dire ok, là je suis plus opérationnel, je fais plus de dev, je fais que du management, ou peut-être tu l'as jamais fait, mais... ça s'est fait de manière progressive. Moi, dans mes souvenirs, j'ai dû arrêter de développer vers 2017. Donc en 2011 et 2017, j'ai continué plus ou moins à coder. Vers la fin, c'était plus pour aider dans les incidents ou dans l'astreinte. Je faisais plus de gros projets. Je donnais juste un petit coup de main. Tu dépatouillais. Oui, en 2011, j'ai fait des projets de A à Z. Après, j'ai commencé à encadrer les projets. Et quand tu commences à faire l'encadrement, tu codes moins parce que sinon, c'est toujours toi qu'on attend. Ça s'est fait progressivement et puis quand j'ai commencé à avoir des équipes et gérer que des personnes responsables d'équipe, c'est là où tu passes à un autre niveau. C'est très différent d'être, je vais dire CTO pour simplifier, mais CTO de toi-même quand tu codes tout seul, de CTO de une ou deux personnes, puis d'autres équipes. C'est là où tu vois la progression dans le métier. Le rôle de CTO, donc c'est pas pareil si on est CTO de soi-même, CTO d'une équipe de 10, etc. Du coup, j'ai une question par rapport à ça, une petite parenthèse. Nous, par la définition du rôle de CTO, certaines personnes disent qu'ils commencent vraiment à partir de 10 personnes, nous disent non, t'es CTO même quand t'es tout seul parce que tu démarres, t'es la seule personne technique, c'est toi qui es responsable, donc c'est toi le CTO. En même temps, t'as pas encore d'équipe, donc c'était vraiment CTO, la question se pose. Et du coup, tu as vécu un peu tout ça d'un point de vue non founder de la boîte, t'étais pas associé à la base, etc. Comment est-ce que toi, tu te positionnerais là-dessus, le rôle de CTO en fait? Alors, CTO, c'est Chief Technical Officer, si on l'a pas dit jusque-là. C'est vrai. En anglais. Et je me suis fait auto-vulgariser. En anglais, je sais pas si c'est bien. C'est vrai, non mais c'est bien. Moi, comment je vois cette définition, c'est la personne qui va donner les moyens techniques de réaliser le produit de l'entreprise. T'as pas toujours des CTO dans toutes les boîtes. Tu peux avoir ce qu'on appelle des DSI, des directeurs systèmes d'information, qui vont s'occuper des ordinateurs, des imprimantes, du réseau. T'as pas toujours un CTO parce que le produit de l'entreprise n'est pas toujours un produit purement technique ou purement technique numérique. Et donc pour moi, CTO, tu peux être CTO même d'une toute petite boîte, même quand tu es cofondateur et tu es CTO. Après, est-ce que tu es obligé d'avoir du management quand tu es CTO? Je sais pas, j'ai mon avis là-dessus, mais c'est vrai que dans mes expériences, quand j'ai évolué CTO, c'était au moment où j'avais du management. Ok, du coup ça fait le pont avec tout à l'heure.
Du coup, tu disais au fur et à mesure, du coup, dans la team de l'équipe, le magazine. Quand tu étais à l'équipe, du coup, tu manageais la partie technique, donc tu étais CTO adjointe du coup à ce moment-là. Oui. Tu t'as senti un moment où tu faisais vraiment plus de technique et tu manageais du coup des responsables d'équipe. Oui. Ça, c'était l'équipe faisait quelle taille à ce moment-là, enfin l'équipe, on se compris. Quand j'ai basculé manager, c'était assez tôt, hein, déjà vers 2012. Mais, quand j'ai commencé à moins coder, c'était vers 2017. Je sais pas combien on était exactement, je dirais peut-être presque une trentaine, 25 peut-être. Ok. Même du coup à ce moment-là, tu codais encore, tu dépatouillais les situations. Alors voilà, oui, plus pour dépanner, plus pour l'astreinte, pour du ponctuel. Mais c'est vrai que quand j'accueillais les nouveaux, ils avaient compris mon rôle, mais ils étaient toujours étonnés quand j'étais capable d'expliquer des choses dans le code, parce qu'en fait c'était moi qui l'avais codé. De savoir où se trouvait telle chose dans le code, parce que à ce moment-là, je pense qu'ils me voyaient comme quelqu'un qui était plus du tout dans le code. Ouais. Ok. Et est-ce que c'était au niveau de cette carrière du coup qui s'est tracée, donc tu passes du coup manager, CTO adjoint, etc. C'est quelque chose que tu avais prévu ou Non, c'est vrai que maintenant que j'y pense, pas du tout, parce que j'ai commencé en tant que développeuse et au début, je m'étais pas du tout projetée dans le management. Et puis, c'est juste en découvrant le métier, en essayant, en m'apercevant que finalement, ça me convient bien. Et puis, je pense que c'est venu aussi en parallèle de ma vie de maman. Parce que j'ai eu mon fils en 2012, ma fille en 2014. Et à ce moment-là, j'ai en fait beaucoup moins de temps pour faire ce que je faisais avant. Tu veux dire temps de vie, moins de temps sur la vie professionnelle, donc c'est ça. Mais j'avais tout autant de responsabilités, donc comment faire la même chose avec moins de temps. Donc c'est en acceptant de déléguer. Il y a des équipes aussi, j'étais pas toute seule, mais ça m'a montré que je pouvais évoluer dans ce rôle-là. Et justement, du coup, c'est peut-être une question qu'on peut se poser en passant du coup, justement, au développeur, CTO, la responsabilité forcément augmente. Est-ce que ça a eu un impact, toi, sur justement ta vie privée, du coup, où tu avais moins de temps, mais du coup, tu as plus de responsabilités? Alors, je pense que c'est hyper paradoxal, mais je pense que ça illustre une loi qui s'appelle la loi de Parkinson. Ça va devenir intéressant. Attention. Où on te donne un temps donné, en fait, tu arriveras à trouver une solution dans ce temps donné. Alors, c'est peut-être pas... si tu veux lancer une fusée, tu vas pas y arriver en une seconde, mais on te donne un projet à faire, on te dit t'as une semaine, t'as un mois ou t'as 6 mois, tu vas remplir ce temps-là. Ou tu vas avoir tendance à le faire à la dernière minute. Ceux qui ont, je sais pas, rendu des devoirs ou des thèses ou des on connaît tous un pote d'école qui faisait ça. Mais moi aussi, moi aussi d'ailleurs. J'ai rendu des choses à la dernière minute alors que ça faisait 3 mois que c'était annoncé. En fait, tu apprends à... c'est un billet humain. C'est ça. Et je me suis rendu compte que même avec plus de contraintes, je pouvais faire autant de choses, voire plus de choses. Donc ce qui est vraiment... paradoxal, Donc, et avec moins de temps de sommeil, avec... C'est une machine. Non, tu peux pas faire ça sur du long terme. Mais c'est là que j'ai appris à mieux déléguer, à plus faire confiance. Et j'ai aussi compris un autre principe, c'est que la technique c'est super, sauf que ça évolue très très vite. Et dans les métiers, il y a des nouveaux langages, alors pas vraiment des nouveaux langages, mais des nouveaux, ce qu'on appelle des frameworks, qui sortent tous les 6 mois. Framework pour le commun des mortels. Et comment expliquer ça? On a des manières de programmer qui vont évoluer, il y a des manières de faire qui vont nous simplifier la vie. Donc au lieu de refaire tout, réinventer la roue, en fait il y a des outils qui vont nous faciliter la vie. Donc ça évolue. Donc ça évolue quand même très très vite. Et donc pour se tenir au courant, se former, avoir le temps de faire de la veille, de faire des tests, moi j'avais plus le temps, clairement. Par contre le management, c'est donc gérer des humains. Et la psychologie des humains n'a pas fondamentalement changé, même en 2000 ans. Tu vois. Donc je m'étais jamais intéressée à la psychologie au départ.
mais un petit peu plus en passant manager. Et en fait, il y a beaucoup de principes qui reviennent entre les humains. Alors, on est tous uniques, mais ça évolue beaucoup moins vite que les frameworks. Voilà. Mais et donc du coup, tu t'es formé un peu cette partie de management, un peu théoriquement aussi pour monter en compétences. Oui, alors je t'ai dit, chez Dassault Systèmes, j'avais appris sur le tas. Sur le tas, et puis à l'équipe, j'avais une formation en management en 2015 qui m'a vraiment marquée. Et ensuite, je me suis auto-formée, j'ai lu des livres, puis en pratiquant aussi. Et il y a un autre sujet que je voulais voir avec toi, justement sur la montée, sur la partie management. Tu disais à la base, ce qui t'a motivé pour ce métier, c'était la technique. Comment tu as vécu le moment où du coup tu n'en faisais plus dans ton métier? Oui, c'est une question qui revient souvent. J'ai bien vécu parce que j'ai compris qu'on ne pouvait pas tout le temps m'attendre pour faire des choses, donc je préférais voir les choses se réaliser, les choses se réaliser avec plus de monde. Je trouvais ça quand même assez magique. Tu gardais cette magie que tu avais au début de dire je suis dans la technique, du coup je crée des choses. Oui, ça m'est déjà arrivé de presque verser une petite larme quand je voyais mes collègues travailler ensemble et que ça donne quelque chose. Donc il y a quand même, tu retrouvais quand même ce plaisir, un truc vraiment fort sur le management. Complètement. Et puis je m'étais dit, si vraiment je continue à coder, je peux le faire sur mon temps libre, je peux le faire pour des projets perso. Je ne l'ai pas fait souvent. C'est tout le monde dans la tech, il faut savoir que tout le monde a un projet perso à côté qui ne voit jamais le jour. C'est important, c'est un fait. Exactement. Plein de projets commencés. Et puis là, on finit aussi, mais j'ai toujours la possibilité de le faire moi-même sur mon temps libre. Donc tu gardes un peu les mains dans le cambouis sur le temps libre. Oui, voilà. Ok. Du coup, tu arrives à l'équipe. Tu vas pas rester du coup indéfiniment là-bas. Quand est-ce que tu es parti du coup en fait de... Là j'ai parlé jusqu'en 2017 où j'ai arrêté de coder, mais j'y suis restée jusqu'à 2019 parce que à ce moment-là je m'étais dit je vais changer, j'ai fait un peu le tour mais surtout j'aimerais bien me mettre, changer de métier en tant que coach agile. Alors, coach agile. Vulgarisons. En fait en informatique tu as des méthodes on va bien vulgariser, de gestion de projet et qui s'appellent les méthodologies agiles. Et j'en pratiquais déjà depuis un certain nombre d'années à l'équipe. Et je m'étais dit, ça me plaît, c'est plus de la gestion d'humain, donc c'est pas du management, c'est pas du codage, mais ça permet de faire avancer les projets en collaboratif. Et j'avais changé mon CV, je m'étais inscrite à des conférences, j'avais changé des projets. Tout ça pour faire ce métier finalement de coach agile, quoi. Tu me dis je vais devenir coach agile, son métier. Ça n'est jamais arrivé parce qu'en fait, Mangopé m'a appelé. Mangopé. Fin de l'histoire du coach agile. C'était un chapitre assez court dans cet épisode. Parce que en fait, il cherchait quelqu'un pour remplacer la CTO quand elle allait partir en congé maternité. Et là je me suis dit c'est vrai que c'est un métier que je connais bien et Mangopé ça me parlait parce que je m'intéressais à toutes les startups, c'est un monde dans lequel je voulais aller mais sans vraiment connaître et sans savoir comment je pourrais y aller. Parce qu'en plus tes expériences précédentes du coup Dassault Systèmes et l'équipe c'est en dehors de l'écosystème startup et donc là Mangopé c'est vraiment dedans. D'ailleurs, CTO de Mangopé, qu'on salue rapidement. Salut Laure. Voilà. Et donc, toi, voilà. Donc, Mangopé t'appelle, c'est ça? C'est qui te débauche en gros ou... Non, il me débauche pas parce que j'avais déjà prévu de partir en fait. J'avais déjà. T'avais ton plan de coach agile. J'avais mon plan tout tracé. Mais Mangopé m'appelle et puis en fait je dis oui pourquoi pas, super opportunité. Et donc finalement je suis allée chez Mangopé fin 2019. Laure Némé, donc c'est la CTO à l'époque, elle est plus CTO maintenant, parce que les années ont passé, il s'est passé d'autres choses. Et je commence fin 2019. On a très peu de temps de passation. Il y a une équipe d'une vingtaine de personnes sur toute la tech. Donc là, c'est plus seulement du code, il y a aussi tout ce qui est... à l'équipe aussi, j'avais toute la partie infrastructure. Il y a aussi une équipe data. Une équipe qui est à la fois sur Paris et sur Luxembourg.
Ok, donc vous étiez dans deux... sur 2 bureaux. Très très bon entraînement avant le prochain gros événement mondial. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on arrive bientôt à mars 2020. Exactement. Et puis, en fait, confinement. Donc oui, j'ai un peu travaillé à Luxembourg, mais pas tellement, puisque j'étais arrêtée dans mon élan. C'est ça. Un petit retour sur Luxembourg Écoute, les bureaux très sympas, collègues très sympas. Ouais. Maintenant, voilà, c'est une ville où il y a beaucoup de banques, beaucoup d'avocats, de choses très sérieuses. Des gens en ville chiante en somme. Non, heureusement, les gens sont sympas. Les gens sont chaleureux. Je ne connaissais pas Luxembourg, donc j'ai fait un petit peu de tourisme en même temps. Très bien. Donc, une petite parenthèse sur Luxembourg. Ouais. Non, très tu fais le lien avec l'agence de voyage du début, ton premier stage, du coup, voilà, bouclé. Non, j'adore voyager par ailleurs, mais le Luxembourg, c'est pas très loin en fait. Tu fais ça en TGV, tu peux faire l'aller-retour dans une journée. Mais tu vois, moi, je commence à peine à m'engoper, je me prends déjà des petites perturbations, puis là, confinement. Mais on continue, on continue à recruter. Le business continue pour Mangope, qui est une plateforme, on va dire une plateforme qui facilite aussi les paiements. Donc, un petit teasing sur ce qui va se passer après, maintenant. Et Laure en fait revient de congé maternité juste au moment du déconfinement. Et c'était en vers mai 2020. Et donc là on prend la décision de continuer à travailler ensemble. Donc 2 CTO. Donc on ne peut pas avoir 2 CTO. Donc là je prends le titre de CTO adjointe. Voilà, j'ai déjà eu ça pendant pas mal de temps. C'était déjà ça l'équipe. Donc c'est ce titre qu'on a trouvé et on s'est réparti les équipes. Donc, moi j'ai pris les équipes de développement et elle a pris l'équipe infrastructure, l'équipe data et l'équipe qu'on appelle QA, donc qualité. Qui était d'abord attaché au département produit et maintenant attaché à la tech. Et tu dirais que justement ce rôle de CTO adjoint, c'est comme ça qu'il se définit en mode on se répartit les équipes ou ça peut être... En fait, oui, je pense qu'il n'y a pas de définition claire de qu'est-ce que... Voilà, fin de l'histoire. Parce qu'à l'équipe, on s'était... je t'avais dit, le CTO avait globalement et ASO et l'équipe. Moi, j'étais son adjoint sur la partie d'équipe et il avait un autre adjoint, je ne sais plus si c'était ça le titre exact, mais notre adjoint sur la partie ASO. D'accord. Mais l'adjoint peut être aussi la personne qui est backup du CTO quand c'est vrai que si... en l'occurrence, c'était ça, congé maternité. Backup de Laure. Donc je pense que c'est un titre, quand tu ne sais pas encore exactement comment tu vas t'organiser, c'est assez pratique. Si tu es adjoint et puis... Mais la notion est là, si elle s'en va, tu peux prendre totalement le poste, vous pouvez répartir les rôles, vous êtes interchangeables, il y a un peu cette notion-là. Voilà, il y a cette notion-là. Après, en tant que CTO, elle a sa place au COMEX, donc comité exécutif, comité de direction. C'est à elle que revient les grandes décisions techniques, mais bon, voilà, on s'épaule là-dessus. Donc elle revient de congé maternité et vous dites on travaille ensemble et puis on a travaillé jusque fin 2021. Et là on a ouvert un poste qu'on appelle VP Engineering. Encore un bien... En général les VP Engineering s'occupent de la partie la partie humain, gestion d'équipe. Et aussi ce qu'on appelle le delivery, donc le fait de produire les logiciels ou les sites internet, les API. Donc voilà comment ça s'était réparti. Ok. Il y avait combien de personnes du coup dans l'équipe pour imaginer un peu quand tu as quitté, au maximum de Mangope Au maximum de Mangope. Alors toute la tech c'était 60 personnes et sur la partie juste dev c'était 30 personnes. Donc que tu chapeautais. Oui, en direct, donc avec des personnes qui avaient... Il y avait des sous-équipes en fait. J'avais pas 30 personnes en direct, j'avais plusieurs équipes. Et du coup, pareil, donc tu continues à vivre ce métier de CTO. Comment est-ce que quelles compétences tu dirais qu'il faudrait pour, justement, quand on est développeur, comme toi à la base, pour dire, OK, maintenant je passe CTO, quels sont les points sur lesquels il faut appuyer pour réussir en fait un peu cette bascule? Alors je sais pas si c'est une réponse un peu bateau, mais c'est surtout sur ce qu'on appelle les soft skills, donc plutôt les qualités humaines, des qualités d'écoute, des qualités de communication, des qualités de savoir résoudre des conflits, ce genre de... C'est pas forcément instinctif parce que CTO, il y a
technique dedans, donc on se dit ok, tech. Ouais, mais bon, t'as chief, alors t'es censé pouvoir gérer ton périmètre ça, et que ça se passe du mieux possible, parce que tu travailles pas tout seul, en fait, tu travailles avec plein de gens qui ont... on essaye d'aligner les intérêts, mais il y a toujours la partie humain, et puis tu fais aussi progresser les personnes, elles ne sont pas forcément au même poste pendant 10 ans, donc tu es là aussi pour faire évoluer les gens. Cette partie manager de carrière des personnes que tu entoures. Donc, ok. Donc, là, Mangopé, donc je quitte Mangopé juste avant le rachat par un fonds américain. Ok. Et ça, là, tu t'es dit, c'était lié à ça ou tu disais non? Tu savais être racheté, oui. Et ça m'a permis d'aller dans une start-up pour le coup. Parce que finalement, Mangopé, c'était plus non plus une start-up, c'est ce qu'on appelle une scale-up. On n'ira jamais dans les start-up finalement. si, on y va. Ok. C'est une scale-up parce qu'il est déjà très avancé. Donc là, je me fais chasser par une startup qui s'appelle Vision. Ok, donc tu te fais débaucher cette fois-ci. Oui, en tant que CTO. Ouais. Et c'est une startup. Donc quand je les rejoins quand ils m'ont parlé d'eux, c'était vers octobre 2022, ils étaient 30. Okay. Quand je les rejoins en janvier 2022, ils sont déjà 50. En fait, ça va très très vite. Ils ont grossi. Encore pas une startup, purée, c'est pas possible. Mais bon, le truc, c'est que comme moi, je suis devenue CTO qui ne code pas, qui ne code plus, je peux plus aller dans des startups je peux pas être cofondatrice, je pense. Il faut tout de suite qu'il y ait une équipe derrière. Okay. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire grandir les équipes. Donc, arriver quand il faut organiser, recruter, réorganiser. Mettre en place des process. Hyper intéressant. C'est une des verticales, on va dire, des compétences de CTO, toi, sur laquelle tu as un peu ta spécialité qui est devenue celle du management, du coup. Oui, en fait, je faisais plus que ça. Et chez Vision, c'est un pari. Je sais qu'ils vont faire leur première levée de fonds. Et l'équipe est toute petite. Alors, pareil, j'espère que j'oublie personne, mais on va être 5-6 quand je suis arrivée en janvier 2022. Si il oublie des personnes et que vous vous rendez compte, dites-le nous et on lui enverra des messages d'insultes. Voilà. Non, mais c'est très important pour moi en plus que j'oublie personne. Et donc voilà, on a un plan pour recruter. Rendre les choses moins manuelles, ou en tout cas qu'on sache comment faire avancer les projets. Sauf que Paris à moitié gagné, parce que fin 2022, tout l'écosystème start-up est un peu chamboulé. Il y a beaucoup moins de financement. Donc le projet, c'était d'aller rechercher une équipe, continuer les levées de fonds. Mais ils décident de limiter les dépenses, d'augmenter les revenus. Mathématiquement, c'est comme ça que tu arrives à faire de la marge, à c'est ça, de chercher la rentabilité plutôt que la croissance, en gros, c'est ça. Voilà, exactement. Et continuer à payer toutes ces personnes-là pour continuer à chercher du business. Donc, les recrutements sont gelés. Et moi, je fais le constat que s'il n'y a plus de recrutement, on arrivait à presque 10 personnes, j'allais moins m'amuser, j'allais moins les aider, puisque je ne connais pas, là, ils avaient besoin de personnes pour vraiment produire. Il fallait quelqu'un de plus opérationnel. C'est bien, les managers, mais il faut aussi des personnes pour faire les vraies choses. C'est ça, il faut avancer dans la vie. Voilà. Donc, j'ai proposé de partir et on a fait monter... une personne de l'équipe en tant que CTO. Et là, je me suis dit, ok, on va tenter quelque chose. Et Coach agile ? Non, non, mais pour le petit mot agile là, qui m'a fait des étoiles dans les yeux, on est venu me dire, on a besoin de toi chez Before Bank. C'est la banque en ligne de crédit agricole. On est en train de refaire tout le produit avec des méthodes agiles, avec des technos modernes. Il y a des moyens pour ça. Et je me dis, super. Before Bank. Ça va être top. Moi, j'entendais start-up, scale-up, toujours dans ce milieu-là. Non, on attend la chute. Sauf que je pense que c'est une belle boîte. On va rester très corporate. Sauf que c'est pas du tout la même temporalité de projet sur laquelle moi j'étais jusque-là. Chez l'équipe, tu vois, c'était des projets de quelques jours à quelques mois. Pour vraiment les plus gros, jusqu'à 1 an, mais c'est des projets qui arrivaient très vite.
à Mangopé aussi. À Vision encore plus, on modifie le produit tous les jours. Et là, j'arrive dans le milieu bancaire, mais vraiment bancaire, où je suis vraiment très bancaire. Il n'y a pas de... on sentait déjà un truc avec le Luxembourg tout à l'heure, je trouve. Oui, c'était ça. J'aurais dû me méfier. Non, mais je suis pas du tout sur la même partie production en plus. Ok. Je suis sur des pré-cadrages de gros projets, donc de changement de core banking system, donc ça c'est le progiciel de la banque. Okay. Et même si c'est intéressant intellectuellement, techniquement parlant, moi j'arrive dans un milieu qui me va beaucoup moins parce que en fait ça va prendre des années à sortir ces projets. Et moi je suis impatiente, j'ai pas le temps. Pas le temps. S'il n'a pas le temps, voilà, on est là, il n'y a pas le temps d'attendre. Avec une vie, YOLO, tout ça. Ouais. Non mais oui, ok, donc gros changement par rapport à start-up où tout tu peux aller vite, ça te met en place. Et, voilà, donc je pense un peu choc culturel, même si ils veulent aller vers plus d'agilité, c'est un buzzword, même plus de techno moderne. Je pense qu'ils vont y arriver parce qu'ils vont mettre les moyens. Mais moi j'ai passé quelques mois en me disant en fait ça va pas être pour moi. Ouais. Et ce regard t'es partagé par tes managers ou Ah non, mais mes managers me disaient non mais Céline, super ce que t'as fait, compliments, bon feedback, et je leur dis oui, je fais bien mon travail, mais ça c'est pas pour moi. Okay. Comme quoi voilà, tu peux faire bien ton travail et rester professionnel, mais si ça te correspond pas, je pense qu'il faut chercher un autre environnement. Carrément. Après, j'ai appris sur plein de choses, sur la banque, sur les architectes, sur comment fonctionne. Et même sur toi, du coup, ce que tu aimes moins. Sur moi aussi. Alors, c'était la première fois de ma vie que j'arrivais dans une expérience qui me plaisait beaucoup moins. Parce que jusque-là, j'adorais ce que je faisais au quotidien. Donc un petit peu très, très étonnée, mais voilà, ça arrive. Et personnellement, tu l'as un peu mal vécu ou ça s'est plutôt bien passé Non, je l'ai pas mal vécu, c'est juste que j'étais très étonnée d'avoir fait ce choix en me disant qu'est-ce qui s'est passé, ça ne correspond pas du tout à ce que tu fais d'habitude. Mais moi je suis quelqu'un de positif, donc à chaque fois j'arrive à retrouver des choses que j'ai apprises, je garde de très bons contacts avec mes collègues. Voilà, encore une fois. Et donc là, je me suis dit, bon, on va pas se précipiter, on va pas faire coach agile non plus. On va, je vais réfléchir à ce que je veux faire et prendre mon temps pour choisir. Et voilà le moment où l'opportunité Lemonway arrive. Et là, en fait, ça me fait beaucoup penser à mon expérience chez Mangopé. Il y a des choses similaires et je me projette tout de suite dans l'équipe ou dans cette équipe, dans cette boîte. Et je vois qu'il y a énormément de choses à faire, super intéressant, avec des gens vraiment accueillants. Donc je me suis dit, c'est bon, on y va. Et donc là, jusque-là, en tout cas, je me suis dit, bon feeling, ça se passe bien, c'est sûr que ça va pas être simple, il y a beaucoup de choses à faire. Mais hyper intéressant. CTO, et du coup, c'était quand que tu as démarré fin novembre 2023. Ok. Donc c'est... Ça fait à peu près un mois et demi à l'heure où on tourne cette vidéo. Voilà, donc c'est tout nouveau. Ok, et là, tu es CTO de combien de personnes? Il y a une trentaine de personnes. Et c'est des équipes de dev, des équipes infra, sécurité, base de données et aussi qualité. Ok. Donc tu as toute la panoplie. Voilà. Est-ce que tu as un CTO adjoint ou Non. Voilà. Affaire à suivre ou pas, on verra. Non, j'ai un VP of Engineering, j'ai un VP infrastructure et sécurité, mais pas CTO adjoint. Pas CTO adjoint. Ok, ça roule. Je pense que c'est pas automatique. Non, clairement, moi je le vois assez rarement finalement ça arrive de temps en temps, mais en anglais on parle pas de deputy CTO d'ailleurs, la traduction, donc on voit aussi de temps en temps. Ok, non écoute, on arrive au jour d'aujourd'hui, on a fait le tour de ton parcours finalement avec t'avais plein de questions finalement. J'avais plein de questions, voilà. J'ai réussi à les caler au fur et à mesure. Il y a un élément sur lequel je voulais revenir aussi, c'est du coup à un moment c'était assez intéressant, tu faisais un parallèle entre ta vie privée qui à un moment donné a pris avec les enfants etc. plus d'ampleur, moins de temps pour la vie pro, et en même temps tu as dit il y a des trucs que j'ai appris grâce à l'organisation un peu de ma vie privée que j'ai appliqué dans le pro ou inverse, et je voulais savoir un peu comment justement tu étais inspiré de mélanger un peu les deux,
Alors, je commence par quoi? J'ai ramené la vie pro à la maison. Et bah vas-y, la vie pro à la maison. Alors la vie pro à la maison, c'est toujours le petit côté coach agile. J'ai ramené le tableau Kanban à la maison. Voilà. C'est quoi? C'est quand même assez simple. C'est une liste de tâches que tu as. Tu as plusieurs colonnes. Tu te dis d'un côté, voilà les choses à faire. Voilà ce qu'on fait et voilà ce qui est terminé. Et j'ai hyper simplifié pour les enfants. Et en fait, ils ont adoré. Moi, au départ, j'ai fait ça parce que je me suis rendu compte que j'avais plein de tâches à faire à la maison et que les enfants n'arrivent pas à visualiser qu'est-ce qui se passe, pourquoi je ne suis pas disponible, pourquoi il faut faire la lessive, pourquoi voilà, des tâches quotidiennes. Donc moi j'ai mis mes tâches, eux ils ont mis ce qu'ils avaient envie de faire par exemple pendant le week-end. Et comme ça on pouvait satisfaire un petit peu tout le monde. Mon fils, on pouvait aller sortir au skatepark. Les enfants voyaient, mais maman, là t'as mis lessive, est-ce qu'on peut t'aider? Donc on leur a montré comment faire. Et pour eux, c'était un jeu de passer tous les post-it qui étaient dans la case à faire. Trop bien, on a fait plein de trucs dans le week-end. Donc c'est marrant. Je pense pas que beaucoup de gens fassent ça dans la vie de tous les jours. Donc alors beaucoup, c'est vrai. Mais figure-toi que j'en ai rencontré d'autres. Ils sont coach agile, c'est ça? Je crois qu'ils sont dans ces métiers-là. C'est ça, voilà, CTO jusqu'au bout du monde. Et après, de la vie perso dans la vie pro, et je pense que d'avoir des enfants à la maison, ça m'a aidé sur gérer des humains. Alors, la différence, c'est que dans la vie pro, j'ai plutôt des humains adultes, raisonnables, responsables, contrairement aux enfants qui sont des fois irraisonnables. C'est une différence quand même qu'il faut souligner. Donc je dirais que c'est quand même plus facile de gérer au travail que des enfants qui se roulent par terre. Par exemple, quoique on a vu des gens, ça existait, qui au travail. Moi par exemple, je roule par terre de temps en temps. Ah oui. Voilà. Bon, écoute, j'espère que tu n'as pas de manager, que c'est toi-même ton manager. C'est pour ça que j'ai fait que je crée ma boîte, sinon je n'avais pas le choix de. Je comprends. Donc cette parallèle, donc plus facile de gérer comme des adultes, ce qui paraît assez logique. Oui. Voilà. Et, je pense. Après, il y a les égos. Les enfants ont un peu moins d'égos. C'est ça. Et du coup, pareil sur cette partie managériale, est-ce que pour être CTO, pour toi, il faut être développeur? C'est une bonne question. Je pense que du point de vue des développeurs, on aime bien que la personne qui nous manage connaisse notre métier. Je pense que c'est forcément plus facile quand tu comprends ce que les gens vivent au quotidien. Et en même temps, si tu sais exactement ce qu'il faut faire et que tu as tendance à faire à leur place, tu les laisses pas faire. Donc, je suis partagée, mais forcément, je suis plutôt du côté des personnes qui ont été d'abord dev et qui ont évolué manager. Je pense que j'ai toujours été managée par des personnes qui ont été techniques aussi. Je ne peux pas trop voir la différence. Je sais que dans certaines boîtes, il y a des gens qui font que du management. Moi, j'ai forcément un parti pris parce que je suis d'abord dev. Dernière question que je voulais te poser, justement pour éventuellement des personnes techniques, développeurs qui peuvent aussi nous regarder. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour dire ok, là j'ai envie de devenir CTO, sur quoi il faut que je travaille? Je pense qu'il faut arrêter de penser qu'il faut être très très bon technicien ou des développeurs pour être bon CTO. Je pense que tu n'as pas besoin de connaître tous les métiers par cœur. Donc si tu veux évoluer CTO, travaille ta communication, travaille la prise d'initiative, de montrer qu'on peut te faire confiance, que tu arrives avec des solutions, pas des problèmes. Et que tu arrives aussi à parler aux autres métiers, parler au business, comprendre un peu les chiffres, le marketing. Je pense que c'est facile. D'ailleurs, on en parle pas mal dans la première vidéo qu'on a faite avec Laurent Topin, donc ça fait le lien. Si vous voulez, elle s'affiche ici. Et bon courage au monteur du coup pour cet effet. Non mais très cool. On arrive au moment un peu de décryptage, exactement. Le stress qui commence à monter. Non, ça va, je vais C'est ça. Non, décryptage. Et globalement, si je reprends un peu les notes que j'ai prises au fur et à mesure, je t'ai un peu interrompu sur des sujets pour dire ok, attention là, il y a peut-être un HTML, machin, des petits mots à définir. Mais globalement, quand même vocabulaire assez accessible. Tu as même repris sur certains trucs où du coup, tu as auto-vulgarisé des éléments, même tu as pris les réflexes après. Donc pour moi, on est sur quand même un très bon niveau de vulgarisation. Vous me direz si vous n'êtes pas d'accord. Moi personnellement, j'ai mis la note de 4,5 sur 5, qui est une très bonne note.
on peut le dire. Donc dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, on équilibrera un peu les choses. Et puis dites-nous pourquoi, si vous n'êtes pas d'accord, voilà, c'est intéressant de débattre. Non, bah écoute, merci Céline, c'est un plaisir de t'accueillir sur l'émission. Et j'espère à bientôt. Et puis on se retrouve de toute façon dans l'écosystème tech, CTO et compagnie. À bientôt. On se recroise. Ouais. Merci pour l'invitation. À bientôt à tous, merci pour l'épisode. Et puis à bientôt pour un nouvel épisode. Voilà. Ciao.